Je pense que j'étais convaincue que je ne voulais pas faire de finance. J'en avais une image très biaisée, je pense assez naïve, en me disant que tous les banquiers étaient comme dans The Big Short ou Le Loup de Wall Street. Accuracy, initialement, c'est une aventure entrepreneuriale. Je me rappelle avoir passé vraiment un bon moment parce que j'avais essayé de voir aussi l'entretien comme une discussion et pas uniquement un question-réponse. C'est bien de savoir des formules par cœur et des connaissances, mais il faut aussi s'entraîner, je pense, à les appliquer sur des cas concrets. Je dirais que l'ambiance de travail est exigeante mais bienveillante. Je pense qu'en lycée sur l'année, je suis sur du 9h, 20h30. C'est des horaires assez intenses si on compare à d'autres lignes de métier, mais c'est pas du M&A et c'est pas des nocturnes tous les soirs. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance, finance de marché et conseil en stratégie et management. Je vous souhaite la bienvenue dans le Choose Your Career, le podcast créé par Training You pour mettre en avant des jeunes professionnels qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou un CDI dans ces métiers, ou si vous êtes curieux pour en apprendre davantage sur les secteurs, le podcast est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Charlotte. Bonjour Guillaume. Tu es associate au sein du cabinet Accuracy. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager ton expérience dans le Choose Your Career. Avec plaisir, merci de me recevoir. La première question du podcast est toujours très générale. Est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes de ton parcours ? Alors, donc, je m'appelle Charlotte, je suis consultante chez Accuracy. J'ai intégré le cabinet il y a 3 ans, à la suite de l'obtention de mon diplôme à l'ESCP, que j'avais intégré après 2 ans de classe préparatoire. À l'ESCP, j'ai eu l'opportunité d'étudier sur les campus de Paris et de Madrid en première et deuxième année. J'ai ensuite fait une année de césure avec 2 stages. Un premier stage en audit financier chez EY et puis un second stage chez Accuracy. Ensuite, je suis revenue à l'ESCP en M2. Je me suis spécialisée en entrepreneuriat parce qu'après avoir fait plutôt des stages d'orientation financière, j'avais envie de voir autre chose. Et j'ai fini ces études par un échange à Lisbonne. Alors, je reviens sur le début du parcours tes études. Après ton baccalauréat, tu réalises une classe préparatoire aux grandes écoles. À ce moment-là, as-tu déjà un projet professionnel en tête ou pas du tout ? Alors, pour être tout à fait honnête, pas du tout. Je sais que les écoles de commerce ouvrent beaucoup de portes et j'attends justement du parcours et des écoles de pouvoir faire des stages pour un peu plus me décider sur ce que j'ai envie de faire, sachant que je pense qu'à l'époque, je me voyais beaucoup plus dans un corporate, donc une entreprise et pas forcément dans un cabinet de conseil. Alors précisément, tu l'as mentionné, après ta prépa, tu intègres une école de commerce, l'ESCP. Et en école de commerce, les cours sont très divers. Les opportunités sont nombreuses aussi. Comment, progressivement, ton projet en finance est défini ? Alors, je dirais que l'intérêt est d'abord venu donc pour la finance, avec les cours de première année notamment, les cours de finance d'entreprise. Et c'est un peu moins commun, il y a les cours de comptabilité aussi. Et puis ensuite, en échangeant avec d'anciens étudiants, donc beaucoup de bouche à oreille, de retours d'expérience sur les stages de la part d'anciens élèves et de personnes qui étaient en stage à l'époque. Et puis ensuite, il y a eu un intérêt pour le conseil qui s'est manifesté, pareil, en échangeant avec des gens sur le fait que ça ouvrait beaucoup de portes parce que c'était l'opportunité de voir des contextes assez variés. Et donc voilà, progressivement, c'est orienté le choix de faire plutôt du conseil dans la finance. En école de commerce, il y a quelque chose qui est assez commun, c'est l'année de césure, généralement entre le Master 1 et le Master 2. Et tu as fait cette année de césure avec un premier stage de 6 mois en audit chez EY, puis un second stage de 6 mois chez Accuracy en tant qu'analyste financier. Peux-tu nous raconter ces 2 expériences ? Alors effectivement, donc je cherchais encore ce que je voulais faire dans mes stages. J'ai essayé de penser l'année de césure comme ces 2 stages. Je voulais initialement commencer pour faire un stage dans les métiers de la transaction plutôt, donc conseil en transaction. Je trouvais que c'était un peu trop tôt de le faire tout de suite en première partie, donc j'ai voulu faire autre chose avant. Je savais que l'audit était une bonne école pour commencer à travailler parce que les stagiaires ils sont responsabilisés et autonomes et ça forme aussi de manière générale à travailler. Et donc j'ai candidaté chez EY au forum. J'ai rejoint le département FSO qui est le département spécialisé en banque assurance pour ce premier stage donc d'audit financier. J'ai effectivement eu l'opportunité d'être beaucoup exposée pendant ce stage. Donc l'audit, comment ça se passe ? En fait, c'est beaucoup d'entretiens avec des clients pour comprendre leur business, évaluer les process internes et à la fin, au moment de la phase d'audit, de s'assurer que tous les process internes qui sont mis en place permettent à la fin de produire des comptes
qui sont correctes. Et donc, voilà, j'ai eu l'opportunité de travailler sur l'audit d'une grande banque française, avec notamment l'audit des activités de marché de cette banque, donc très spécialisée. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer la même équipe pendant tout ce stage, donc qui m'a vraiment pris sous son aile, qui m'a formée aux outils classiques, par exemple à Excel et à beaucoup de sujets propres à la finance de marché que je connaissais assez peu finalement. Donc ça, c'était le premier stage en audit. Alors l'audit, c'est un métier de contrôle. Et donc, j'avais envie de partir par la suite plutôt sur un métier de conseil. Et j'avais entendu parler d'Accuracy via un ami qui faisait un stage là-bas à l'époque. Et donc, je savais que les stagiaires aussi étaient très responsabilisés, notamment complètement intégrés sur les équipes, avec l'opportunité de travailler sur tous les métiers du cabinet. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers Accuracy. J'ai également candidaté au forum. Et donc ensuite, j'ai rejoint le cabinet. J'ai eu l'opportunité de travailler sur un certain nombre de missions, des due diligence dans le secteur de l'immobilier, du restructuring dans le secteur des cosmétiques, un litige financier dans le secteur de l'événementiel. Alors, on va reparler effectivement, Charlotte, des métiers d'Accuracy un peu plus tard dans le podcast. Il y a une particularité dans ce stage, c'est que tu l'as commencé en mars 2020, quelques jours avant le premier confinement. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, période un peu spéciale pour tout le monde. Donc j'avais commencé une mission chez un client pour une due diligence. Alors ça arrive assez rarement parce qu'en général, c'est des contextes plutôt confidentiels, donc on a tendance à travailler dans le cabinet. Et ensuite, 2 semaines après, c'était le confinement. Donc, ça a été une période très spéciale, je pense, pour tout le monde, pour toutes les personnes en stage à ce moment-là. J'ai quand même eu l'opportunité d'être staffée à ce moment-là, donc c'est-à-dire de travailler sur des missions, sur plusieurs sujets. D'abord, donc des missions, j'avais continué ma due diligence en l'occurrence. J'ai aussi fait une partie du litige financier pendant le confinement et travaillé aussi sur un projet de recherche sectorielle assez poussé dans le secteur de l'immobilier. Donc voilà, on n'était pas du tout laissé de côté. Alors c'est vrai que c'était un peu spécial en termes de formation, mais je pense que tout le monde a un peu appris à travailler à distance à cette période-là. Et c'était quand même un stage très enrichissant. Et justement, j'avais, je pense, vu 50% de ce que pouvait proposer Accuracy et je trouvais déjà que c'était très bien. Alors après ce stage, retour à l'ESCP pour ton Master 2. Et puis 1 an après, tu rejoins de nouveau le cabinet Accuracy, cette fois-ci avec un CDI en poche. Pourquoi ce choix? Donc effectivement, j'avais beaucoup aimé ce qu'Accuracy proposait, c'est-à-dire que donc les stagiaires sont complètement intégrés dans les équipes au même titre que les analystes. Et voilà, j'avais beaucoup aimé les métiers et les dimensions de la corporate finance que j'avais pu voir pendant ce stage. J'avais envie d'aller plus loin en revenant en tant qu'analyste. Et finalement, ça s'est fait de manière assez naturelle à la fin du stage. Ce qui se passe quand on arrive en tant que stagiaire, c'est que on a un mentor qui suit notre parcours. Et donc, à la fin du stage, on fait un point pour savoir est-ce que c'est possible de revenir, est-ce que le stagiaire souhaite revenir. Et en l'occurrence, on m'avait dit que c'était possible. Et donc, j'ai recontacté Accuracy assez rapidement après pour leur exprimer mon souhait de revenir après en CDI. T'es pas parti avec l'offre en poche, mais avec cette espérance de revenir. Et tu avais déjà un feedback très positif sur cette possibilité-là. Oui, exactement. Et donc, c'était assez facile de revenir par ailleurs. Aujourd'hui, pour les autres stagiaires, il arrive qu'on fasse des offres directement à la fin du stage. Après aussi, c'est parfois un choix des stagiaires de prendre un peu plus de temps parce qu'ils ont envie de réfléchir à ce qu'ils veulent faire après et de recontacter eux-mêmes le cabinet quand ils savent que c'est possible de revenir un petit peu après. Est-ce que tu as été obligé de repasser des entretiens ou pas du tout? Non, j'ai pas été obligée de repasser des entretiens, donc c'était une offre après lorsque j'ai recontacté. Alors, les process de recrutement, Charlotte, sont difficiles en conseil. Peux-tu nous parler du process chez Accuracy, d'abord pour des stages, donc celui que tu as passé, et ensuite pour des CDI? Alors, le processus de recrutement chez Accuracy est le même pour les stagiaires et pour les consultants qui nous rejoignent en jeunes diplômés. Donc, c'est effectivement des process qui sont assez difficiles, donc chez Accuracy, c'est 4 tours d'entretien. Un premier tour qui va plutôt tester le fit, donc la personnalité et la motivation à intégrer le cabinet. Ponctué aussi un petit peu de ce qu'on appelle des brain teasers ou de petites questions un peu techniques pour tester la capacité de réflexion des candidats. Et ensuite, le 2e et le 3e tour s'enchaînent. Le 2e tour est un tour technique. Le 3e tour est un tour plutôt fit. Et ensuite, un 4e tour avec 2 associés en charge du recrutement qui reprend un peu tous les points précédents. Petite précision, le 2e et le 3e tour s'enchaînent. Et donc, les candidats ne viennent que 3 fois.
en réalité pour les entretiens. Avec le recul, quelles ont été tes forces pour obtenir l'offre de stage et puis ensuite pour convertir le stage en CDI? Je pense que pour les qualités pendant l'entretien, je pense que c'est l'authenticité. J'ai essayé d'être la plus authentique possible pendant ces entretiens, de pas jouer un rôle, d'être la plus honnête dans la façon de présenter mes réponses. Notamment réfléchir un peu à toutes les expériences passées que j'avais pu avoir. Qu'est-ce que j'avais aimé, qu'est-ce que j'avais pas aimé, pourquoi je voulais rejoindre Accuracy. Voilà, d'être le plus honnête dans toutes les explications que j'ai pu donner. Et ensuite, peut-être avoir fait preuve de curiosité. J'ai gardé un très bon souvenir des entretiens et des échanges que j'ai eus. Donc à chaque fois, j'ai vu 2 consultants d'Accuracy. Je me rappelle avoir passé vraiment un bon moment parce que j'avais essayé de voir aussi l'entretien comme une discussion et pas uniquement un question-réponse. Et donc, ça a donné des entretiens assez enrichissants. Globalement, quels seraient tes conseils pour des candidats qui regardent ce podcast, qui aimeraient postuler chez Accuracy? Si ça te convient, on peut reprendre un petit peu les grandes étapes du process. D'abord, la candidature. Donc, CV, lettre de motivation. En gros, quels sont tes conseils pour être screené chez Accuracy? Alors, le conseil, c'est pour Accuracy, mais je pense que c'est valable pour tous les cabinets de conseil. Les CV, les candidatures et les lettres de motivation sont assez normées. Je pense qu'il faut être simple, percutant, honnête dans la façon dont on construit son CV aussi, pas mentir ou trop enjoliver un CV, parce qu'on va forcément vous poser des questions sur ce qu'il y a sur le CV. Ensuite, pour candidater, il y a plusieurs façons. On peut candidater via le site internet, on peut candidater aussi à des forums d'école, on peut candidater à des portes ouvertes, on peut un peu essayer de se renseigner sur les cabinets en amont. Donc ça, c'est très important, je pense, de contacter des gens, de comprendre ce qu'ils font au quotidien pour être aussi mieux préparé pendant l'entretien. Et donc, je pense que si on respecte ces règles de simple, percutant, de s'être un peu renseigné sur l'entreprise avant pour le montrer dans la lettre de motivation, il y a de grandes chances qu'on passe le screening. Tu avais fait un stage en audit avant. Quels sont les premiers stages qui sont valorisés pour ensuite intégrer Accuracy? Alors là, je parle pour Accuracy. Je pense qu'il n'y a pas de stage type parce que tous les stages apportent quelque chose. Il y a des stagiaires qui nous rejoignent en deuxième partie ou en CDI qui ont fait du M&A, du fonds, enfin de l'investissement de manière générale, qui ont fait d'autres cabinets de conseil aussi. Il y a aussi des gens qui nous rejoignent en corporate, enfin après avoir fait des stages en corporate, parce que ça permet aussi de voir la réalité opérationnelle des entreprises. On peut faire de la start-up aussi parce qu'il y a un aspect terrain. Enfin, il y a un aspect terrain un peu concret aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bon parcours. Il y a aussi, on peut aussi mettre en avant un parcours plutôt finance dans l'académique, je dirais, une spécialité finance, des cours suivis en finance. Donc voilà, c'est des parcours assez larges. Donc voilà, il y a à la fois le parcours académique et les expériences passées, mais je pense que ce qui compte, c'est effectivement de bien se mettre en valeur dans son CV et sa lettre de motivation. Une fois qu'on a passé le screening, on a des entretiens, partie fit, partie technique. Encore une fois, quels seraient tes principaux conseils? Alors, je pense que le principal conseil, c'est de se préparer en amont, évidemment, à la fois sur la technique et à la fois sur la partie fit. Sur la partie technique, en conseil financier, je pense que c'est vraiment de bien revoir ses connaissances théoriques, être très à l'aise sur les états financiers et la particularité de chacun, de bien revoir sa comptabilité financière, ses techniques d'évaluation, enfin, tous ces concepts un peu techniques classiques. Tout ce qu'on peut trouver sur Training You pour ceux qui veulent préparer les entretiens, évidemment. Il y a la connaissance théorique, mais il y a le fait de les mettre en pratique aussi. Donc, c'est bien de savoir des formules par cœur et des connaissances, mais il faut aussi s'entraîner, je pense, à les appliquer sur des cas concrets. On peut s'entraîner à 2, on peut s'entraîner via Training You, par exemple. Ça, c'est très important. Sur le fit, il faut, je l'ai déjà un petit peu dit, mais bien travailler ses expériences passées. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on a concrètement fait. Être très concret dans ses réponses. Par exemple, une question qui vient souvent, c'est, par exemple, quelles sont vos qualités, pourquoi on devrait vous embaucher. Ça, c'est très classique en entretien. De simplement donner une qualité, ça va pas forcément suffire. C'est bien de la mettre en contexte, c'est bien de la travailler un petit peu avant. Et ensuite, un petit conseil aussi pour les gens qui passent des entretiens, enfin les candidats qui passent des entretiens en étant assez peu expérimentés. Il n'y a pas que dans les stages qu'on peut trouver des exemples concrets. On peut aussi faire appel à ses expériences associatives, des intérêts extrascolaires. Donc voilà, très important de travailler tout ça. Et un dernier conseil, c'est important d'être structuré dans son discours. Ça veut pas dire tout préparer et avoir des phrases toutes faites, mais plutôt d'avoir un fil conducteur et d'essayer d'orienter ses interlocuteurs sur des sujets
qu'on a envie de travailler. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'étude de cas ou de questions qui pourraient tomber en entretien chez Accuracy? Alors, une question qui pourrait tomber plutôt sur la partie technique, ça serait Accuracy est mandaté par un client qui souhaite investir dans une cible qui produit et vend du champagne de luxe. Votre client constate que la cible a son EBITDA qui baisse de 5% par an depuis 3 ans. Il a un peu du mal à rationaliser pourquoi et vous demande de l'aider dans cette analyse. Et ensuite, il vous demande quel est le meilleur prix à payer pour cette entreprise. Alors, comment bien y répondre sans bien sûr corriger le cas entièrement? Effectivement. Alors, je pense que ce qui est important dans les cas techniques, donc ça, c'est valable pour Accuracy, mais c'est valable pour tous les cabinets, c'est de prendre un petit peu de temps, une fois qu'on a le cas, pour se poser, réfléchir à la piste de réflexion qu'on veut avoir, les questions qu'on va poser, donc structurer un peu sa réflexion. Ensuite, dans un cas comme ça, donc c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, faire appel à des connaissances théoriques et les mettre sur un cas pratique. Donc là, revoir le contexte. Qu'est-ce que fait une entreprise qui produit et vend du champagne de luxe? Qu'est-ce que ça veut dire un EBITDA? Quels sont les revenus et les coûts de cette entreprise? Comment on va pouvoir analyser cette baisse? Donc voilà, essayer un peu de faire appel à toutes ces connaissances théoriques et les mettre en pratique. Et après, qu'est-ce que ça veut dire payer une entreprise? Je pense que ce qui est important aussi, c'est de pas plaquer des réponses toutes faites. C'est pas tant la réponse qui compte, c'est plutôt la piste de réflexion et le chemin pour arriver à la solution, un peu comme une vraie mission de conseil et ce qu'on fait au quotidien. Alors Charlotte, ça fait maintenant 3 ans que tu travailles chez Accuracy. Revenons aux origines du cabinet. Accuracy a été fondé en 2004 par 7 associés, anciens consultants d'Arthur Andersen, qui avaient un objectif commun, c'est créer un acteur indépendant dans le conseil financier pour créer un modèle alternatif au Big Four qui faisait beaucoup de choses, notamment audit et conseil, donc moins d'indépendance. Et aujourd'hui, le cabinet a évidemment beaucoup grandi. C'est plus de 700 professionnels dans plus de 15 pays. Peux-tu nous présenter Accuracy? Donc effectivement, Accuracy, c'est un cabinet de conseil qui intervient pour ses clients, qui sont des décideurs, des dirigeants d'entreprise, des fonds d'investissement, pour les accompagner dans toutes leurs problématiques financières et stratégiques, en délivrant des solutions sur mesure et à haute valeur ajoutée. Effectivement, on dit indépendant déjà parce qu'il n'y a pas d'activité d'audit financier et aussi parce que le cabinet est détenu à 100% par ses associés. Et on intervient sur 4 grands types de métiers, situations, qui sont la transaction, le restructuring, les contentieux et arbitrages et la corporate strategy. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces 4 verticales? Alors oui, donc la transaction, c'est toute l'intervention dans des contextes transactionnels, donc pour des clients à la vente ou à l'achat. Les missions les plus connues en général de la part des étudiants, ça va être les due diligence financières. Mais la transaction, ce n'est pas que ça. Ça peut être des business plans, ça peut être des missions type M&A, où on va agir comme une banque d'affaires. Ça peut être des missions de carve-out. On intervient pour un certain nombre de clients. Récemment, par exemple, Alstom, Clariane, Kering, LVMH, sur toutes leurs problématiques transactionnelles. Ensuite, il y a la partie restructuring. Donc là, c'est l'accompagnement d'entreprises en difficulté. Une entreprise en difficulté, en général, ça veut dire qu'elle a des problèmes de gestion de trésorerie. Donc ça peut être des missions de prévision de trésorerie à plus ou moins long terme. Des missions aussi qu'on appelle, c'est la rédaction d'IBR. Donc c'est des diagnostics financiers pour finalement présenter l'entreprise, pour l'accompagner dans la négociation avec ses créanciers. On a récemment, par exemple, travaillé sur les dossiers très médiatisé de Casino et Atos. Ensuite, il y a la partie de litige financier. Donc là, Accuracy intervient comme un expert indépendant pour accompagner ses clients dans le chiffrage de préjudice. De manière très concrète, par exemple, si vous travaillez pour un client qui est dans la construction, qui attendait la livraison d'une usine, cette usine n'arrive pas, il y a du retard dans la construction, votre client a eu des coûts supplémentaires liés à ce retard. Ce client va faire appel à Accuracy pour l'aider à chiffrer finalement les dommages et intérêts qui sont demandés en arbitrage. Et la dernière partie, c'est la partie corporate strategy. Et donc là, c'est l'accompagnement, c'est du conseil stratégique, je dirais, assez classique, où Accuracy a une approche plutôt quantitative. Et donc, ça va être des missions de due diligence commerciale, de business plan aussi, d'évaluation de synergie, d'études de marché. Donc, toutes les missions un peu classiques qu'on peut voir en conseil en stratégie. Je dirais le fil conducteur
de tous ces métiers-là, c'est de mettre en perspective des faits et des chiffres et d'accompagner effectivement tous nos clients dans leurs décisions. Quelles sont les particularités d'Accuracy par rapport aux autres cabinets de conseil financier ? Alors, je dirais que la première particularité, on en a un petit peu parlé, c'est le no silo. Donc, c'est le fait de pouvoir intervenir sur toutes les missions du cabinet, tous les secteurs aussi d'activité. Ça permet de développer une intelligence business assez rapidement en voyant des contextes très variés, de développer aussi ses capacités techniques. Il y a aussi un no silo géographique. Accuracy est pensé comme un cabinet global et donc c'est très facile d'avoir des mobilités géographiques, de pouvoir aller travailler dans un autre bureau. Il y a à peu près une quinzaine de bureaux chez Accuracy, mais aussi d'avoir des équipes transverses entre les bureaux. Ensuite, il y a l'ambiance de travail de manière générale qui est qu'on aime bien définir comme exigeante mais bienveillante. Exigeante parce que le métier l'impose. On intervient souvent sur des situations parfois un peu tendu, à haute valeur ajoutée, où il y a un besoin de délivrer un travail vraiment de qualité pour le client, mais bienveillant parce que tout le monde encourage le progrès de chacun. Et ensuite, alors la dernière particularité, je dirais que c'est le rapport à la hiérarchie. Accuracy est un cabinet de conseil, donc il y a des grades. Vous rentrez à analyse, vous arrivez à Sochette et on monte potentiellement dans l'échelon. Mais donc on l'a dit au début, Accuracy, initialement, c'est une aventure entrepreneuriale. Et malgré la croissance du cabinet ces dernières années, on a gardé une structure assez familiale où on est encouragé à proposer des choses pour développer le cabinet et assez vite impliqué dans la vie interne du cabinet. Par exemple, on commence très rapidement à faire passer des entretiens au bout de 1 an et demi, 2 ans. Il y a beaucoup d'initiatives internes qui sont des propositions de consultants. Et ça passe aussi par une accessibilité assez forte des associés. À la fois en termes professionnels qui sont impliqués sur les jobs et on travaille en équipe aussi avec eux, mais aussi toujours très à l'écoute quand on a des suggestions, des initiatives internes. Et donc effectivement, il y a cette hiérarchie verticale, mais dans les faits, tout le monde est très accessible et donc ça participe aussi à créer cette bonne ambiance de travail. Tu as mentionné ce no silo au niveau des métiers, ce qui est un élément vraiment différenciant d'Accuracy par rapport à d'autres acteurs. Comment se répartit le staffing pour les juniors ? Alors, je dirais qu'au début, il y a une partie de hasard et de besoin à ce moment-là sur des missions en particulier. Et puis ensuite, plus ça passe et plus ça va être le souhait de chacun. On exprime toujours forcément des envies de travailler sur tel ou tel secteur, telle ou telle mission. Et donc ça, c'est pris en compte après dans le staffing. Et ensuite, donc effectivement, ça fait que chaque consultant a un parcours assez unique. Aujourd'hui, c'est moi qui est là dans le podcast, mais vous interviewez quelqu'un d'autre, il y aura pas du tout le même secteur et les mêmes types de missions qu'on a pu faire. Donc voilà, chaque parcours est unique et on est encouragé à voir beaucoup de situations différentes. Après, rien n'empêche par la suite de se spécialiser si on le souhaite. Par exemple, moi, je suis encore généraliste, je fais beaucoup de choses, mais je me dirige plutôt vers les métiers de la transaction et du restructuring. C'est ce que j'ai envie de faire. Tout est possible, on peut aussi se spécialiser plus tard. Donc, il n'y a pas un parcours similaire. Peux-tu nous raconter une mission marquante depuis que tu as intégré Accuracy ? Alors, je vais peut-être plutôt vous parler d'une série de missions marquantes. J'ai beaucoup travaillé l'année dernière pour un fonds d'investissement dans le secteur des médias. Donc, c'est-à-dire qu'il a investi dans des producteurs cinématographiques et de séries télé et qui travaille dans la distribution. Donc, la distribution, de manière très simplifiée, c'est... les distributeurs sont des intermédiaires qui achètent entre les producteurs, donc qui achètent des droits cinématographiques et qui les revendent pour distribuer le film en salle, sur les plateformes comme Netflix, à la télé. Et on a accompagné un client dans plusieurs acquisitions. Une acquisition française, une acquisition danoise, une acquisition en Allemagne. Et j'ai eu l'opportunité d'intervenir sur toutes ces due diligence. On a aussi fait pour une boîte française qui s'appelle Pan-Européenne la due diligence et l'évaluation de catalogue. Une évaluation de catalogue, si vous voulez, c'est un peu comme... c'est une évaluation d'entreprise, mais appliquée à des films. C'est l'entreprise qui a distribué le film d'Artus, un petit truc en plus. C'est gros succès au cinéma. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces missions, déjà parce que le secteur m'intéresse personnellement, que c'était des missions avec... Les médias, c'est un marché assez spécifique, donc c'était assez intéressant de pouvoir intervenir sur ce secteur. Financièrement, ça répond pas forcément aux mêmes normes que d'autres secteurs. Et voilà, donc c'est des missions qui m'ont pas mal marqué. La courbe d'apprentissage est souvent un argument mis en avant par les candidats en conseil, et j'imagine que c'est aussi le cas chez Accuracy. Quels sont les
les connaissances et les compétences que tu as acquises depuis que tu as intégré le cabinet? Oui, alors je dirais que la formation, elle commence à l'entrée avec ce qu'on appelle la school. Donc la school, c'est 2 semaines de formation quand on rejoint Accuracy avec tous les consultants de tous les bureaux, tous les nouveaux arrivants. Et donc ces 2 semaines, on est formé sur de la théorie autour de tous nos métiers, des cas pratiques en équipe. On va être à 4 pour résoudre des cas, donc comme ce qui se passe au quotidien. Donc ça permet de se former au métier du cabinet, aux outils internes aussi, tout ce qu'on va utiliser pour produire à la fin nos livrables qui sont concrètement, quand on analyse, on travaille sur Excel et PowerPoint, donc on apprend à utiliser ces outils à la manière d'Accuracy. Ça permet aussi de tisser des liens assez forts entre les nouveaux arrivants et donc de participer encore une fois à l'ambiance de travail général. Ensuite, au quotidien, on est formé assez régulièrement sur des sujets techniques, avec des formations souvent sur la pause déjeuner. Autour des métiers du cabinet, ça va être par exemple l'évaluation dans un contexte précis, qu'est-ce qu'on regarde dans une due diligence, des formations, comment faire une prévision de trésorerie dans des missions de restructuring, donc des choses assez concrètes pour pouvoir être après réussir à bien intervenir sur les jobs. Ça, c'est les formations techniques. Et il y a aussi des formations soft skills qui sont de plusieurs natures. Par exemple, quand on commence à évoluer dans le cabinet, on va encadrer des gens. Dans ce contexte-là, on a besoin de faire des feedbacks. Donc, par exemple, il va y avoir des formations sur comment faire un feedback, des formations sur comment développer sa communication face à un client, comment bien faire une présentation. Donc voilà, tout un panel de formations. Ensuite, évidemment, on apprend au quotidien sur les missions, en développant des connaissances sectorielles, des connaissances business. Et je pense que ce qui est intéressant en termes de formation, c'est que le conseil, c'est se former soi-même, mais c'est aussi former les autres et donc transmettre nos connaissances au fur et à mesure aux plus jeunes. Quand on enquête des stagiaires, des analystes, on leur transmet aussi ce qu'on sait faire tous les jours. Donc c'est vraiment la formation, je dirais que c'est au centre du cabinet tous les jours. Justement, Charlotte, comment tu décrirais aujourd'hui l'ambiance chez Accuracy? Alors, je dirais que l'ambiance de travail est exigeante mais bienveillante. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours poussé à délivrer le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir répondre aux exigences des clients, mais toujours accompagné par les consultants plus expérimentés au quotidien. On l'a dit, il y a un rapport à la hiérarchie qui est assez fluide, donc ça fait qu'au quotidien, on est beaucoup exposé à la fois en interne et auprès des clients. Donc, ça crée une ambiance de travail très bienveillante et stimulante. Et ensuite, l'ambiance de travail de manière générale, c'est un cabinet où les consultants, enfin la moyenne d'âge est assez jeune, je dirais autour de 32, 35 ans, où il y a beaucoup d'opportunités de se retrouver de manière formelle, informelle. Il y a des séminaires qui sont organisés, des séminaires de grade, des séminaires monde. On va par exemple bientôt faire un séminaire pour fêter les 20 ans d'Accuracy. Il y a des événements ponctuels qui sont organisés, donc ça permet aussi de créer du lien entre tous les consultants de tous les grades, et donc d'encourager effectivement le fait que tout le monde se sente bien, puisse proposer ses idées si on a des idées pour développer le cabinet, et donc de continuer à encourager l'esprit entrepreneurial d'Accuracy. La devise d'Accuracy, c'est Think Straight, Talk Straight. Comment elle se traduit au quotidien? Je pense que cette devise montre qu'Accuracy veut décrire Accuracy comme un cabinet de conseil pragmatique, où les consultants sont pragmatiques et savent répondre aux besoins des clients en apportant surtout des réponses sur mesure. Le fait d'avoir des consultants qui sont généralistes et capables d'intervenir sur toutes les lignes de métier du cabinet, ça crée des équipes qui sont pluridisciplinaires et capables de toujours être pragmatiques et d'apporter les bonnes solutions. Aujourd'hui, certains candidats hésitent à débuter leur carrière en conseil en raison des horaires de travail qui seraient parfois intenses. Comment ça se passe à ce niveau-là chez Accuracy? Alors effectivement, c'est un métier qui est intense, qui est imposé par la nature du métier. Parfois, on travaille sur des missions assez courtes, dans des conditions qui peuvent être un peu tendues pour les clients, avec des livrables et des délais à respecter. Néanmoins, l'équilibre vie pro, vie perso est très bon. Je dirais que ça dépend aussi des métiers. Certains sont un peu plus exigeants en termes d'horaire que d'autres. La transaction, le restructuring, par exemple, c'est souvent des missions où on a des délais assez courts, avec des rendus à respecter, des process à respecter. Mais je dirais que voilà, ça dépend du contexte de la mission. Le fait d'avoir un modèle généraliste, ça permet aussi un peu de tourner
et de pouvoir être sur des missions un peu moins intenses lorsqu'on sort d'une due diligence dans des délais short, par exemple. Ça, c'est un premier cas. Et voilà, pour donner une fourchette d'horaire, je pense qu'en lycée sur l'année, je suis sur du 9h, 20h30. Donc voilà, c'est des horaires assez intenses si on compare à d'autres lignes de métier, mais c'est pas du M&A et c'est pas des nocturnes tous les soirs. Avec des week-ends aussi qui sont globalement protégés. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres métiers, comme par exemple le M&A. Il y a un autre mythe, Charlotte, autour du conseil, ce sont les rémunérations plutôt élevées dans le secteur. Quelle est la fourchette des salaires chez Accuracy ? D'abord, quand on rentre au niveau stagiaire, ensuite en tant que jeune diplômé, et enfin à ton grade comme associate. Donc les salaires en conseil sont effectivement très attractifs. Sans donner toute la fourchette de salaire, ce que je peux vous dire, c'est qu'on entre entre 50 et 60 K, avec un salaire qui est composé d'une partie fixe et d'une partie variable. La partie variable, c'est à la fois le bonus qui est discrétionnaire, mais aussi la participation qui permet de redistribuer le résultat de l'entreprise à tous les consultants. Donc, c'est une formule légale et on a tous droit à la même participation selon le niveau d'expérience. Et donc, effectivement, c'est des salaires qui, à la sortie, sont très attractifs et qui sont encore plus attractifs au fur et à mesure où on passe avec des augmentations, je dirais, de l'ordre de 30%. Et ce qui déclenche les augmentations de salaire, ce sont les passages de grade. Alors justement, les passages de grade, tu es aujourd'hui associate. Quels sont les différents grades chez Accuracy et comment cela se passe, ce passage hiérarchique entre les différents grades ? Alors, les différents grades chez Accuracy sont les suivants. On arrive en étant analyste. Ensuite, on passe associate, senior associate, manager, senior manager, director et associé. C'est à peu près le cas dans tous les cabinets, je pense. Parfois, le nom associate prend un autre nom, comme par exemple senior. Et alors, les passages, ça va dépendre des différents grades, mais en général, c'est entre 1 an et demi et 2 ans. Et donc voilà, je dirais que le conseil a un côté assez rassurant et confortable. On sait où on va, on sait que si ça se passe bien, on va passer ces grades-là et ça donne aussi des perspectives de progression et d'évolution. Il y a beaucoup de consultants qui font quelques années en conseil et qui ensuite partent vers d'autres horizons, vers d'autres métiers. Quels sont les principaux exits possibles après une première bonne expérience en conseil chez Accuracy ? Alors, il y a plein d'exits possibles. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, c'est l'expérience au moment du départ. Si on part à 2 ans d'expérience ou 8 ans d'expérience, ça va pas forcément être les mêmes possibilités par la suite. Il y a vraiment beaucoup de parcours. Il y a des consultants qui partent en fonds d'investissement, par exemple. Donc là, ça va plutôt être des consultants assez jeunes qui vont aller dans des fonds small, mid, large cap. Il y a vraiment toutes les possibilités. Il y a des consultants qui partent en équipe FP&A dans des entreprises. Donc là, ça va être des équipes de support financier, donc qui sont directement rattachés aux directions financières et stratégiques pour apporter de l'aide à la décision. Il y a des consultants qui partent faire du conseil interne, qui partent dans des directions financières administratives, dans des postes de CFO, de Chief of Staff, CFO ou CEO. Il y a aussi des consultants qui se lancent dans des aventures entrepreneuriales, qui montent leur boîte. D'autres qui font des réorientations professionnelles qui ont absolument, je dirais, rien à voir avec le monde du conseil et de l'entreprise en général. Donc, il y a vraiment beaucoup de parcours qui s'ouvrent effectivement après une expérience en conseil. On arrive, Charlotte, à la fin de ce podcast. Il y a le traditionnel quiz du Choose Your Career avec des règles que je vais rappeler pour nos spectateurs. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. Ça marche. Si tu devais définir Accuracy en un seul mot, cela serait lequel ? Je triche un peu parce que c'est 2 mots, mais exigence bienveillante. La principale qualité d'un consultant d'Accuracy ? Son adaptabilité. La question que tu aimes poser en entretien ? Alors, j'aime bien demander aux candidats et poser des questions un peu extra-professionnelles. Et donc, typiquement, qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre ? La réponse que tu n'aimes absolument pas entendre en entretien ? C'est pas une réponse en tant que telle, mais on l'a dit un peu plus tôt, ce qui est important dans un entretien, c'est d'être aussi structuré. Et on demande toujours aux candidats en début d'entretien de se présenter en quelques minutes, même plutôt dizaines de secondes. C'est important d'être structuré et d'avoir préparé cette présentation sans pour autant
lire un prompteur, mais être assez structuré. Et effectivement, j'aime pas trop quand les candidats n'ont pas préparé et ça se voit tout de suite. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Alors, je dirais que c'est une anecdote de contexte. Donc, au début, on a parlé un peu de la prépa et de ce que je voulais faire à ce moment-là. J'étais vraiment pas fixée sur ce que je voulais faire. En revanche, je pense que j'étais convaincue que je ne voulais pas faire de finance. J'en avais une image très biaisée, je pense assez naïve, en me disant que tous les banquiers étaient comme dans The Big Short ou Le Loup de Wall Street. Et voilà, comme quoi il faut pas rester campé sur des idées reçues et élargir un peu. Et ça, c'est venu en échangeant avec des gens et en me renseignant un peu plus sur l'aspect concret de la finance. Et quand on parle de finance, on peut parler de beaucoup de choses. Le truc le plus fou que tu as fait pour décrocher un entretien ou une offre? Alors, je vais peut-être un peu décevoir sur la réponse à cette question, mais j'ai rien fait de fou pour décrocher mes entretiens. Je me suis simplement, je pense, bien renseignée. J'ai privilégié le fait d'aller dans des forums et de discuter avec des gens et de cibler les entretiens que je voulais passer pour être la plus pragmatique possible dans ces offres-là. La réalisation professionnelle dont tu es la plus fière pour le moment? Je vais vous parler d'un job sur lequel je suis assez fière d'avoir travaillé chez Accuracy. C'était un job pro bono pour Première Urgence Internationale, qui est une ONG, et qu'on a accompagné dans le cadre de la levée de titres associatifs il y a 2 ans. Et voilà, je suis très fière d'avoir travaillé sur cette mission. Donc, du pro bono, en fait, c'était une mission de mécénat de compétences. Et c'était hyper intéressant de pouvoir accompagner j'ai pas envie de dire client, mais cette ONG dans ce contexte-là. J'ai appris beaucoup de choses et je suis fière d'avoir participé à ce projet. Un regret que tu aurais dans ta jeune carrière pour le moment? Pour l'instant, je suis assez contente des choix faits et si je devais le refaire, je ferais les mêmes stages et je retournerais encore chez Accuracy. Le seul regret que j'ai peut-être, c'est que en sachant que je pouvais revenir chez Accuracy et que j'avais mon offre, de pas avoir pris 6 mois après le diplôme pour soit faire une expérience personnelle, donc peut-être voyager, ou un stage en start-up ou en entreprise, quelque chose d'un peu plus opérationnel. J'ai beaucoup vu des structures de cabinet et effectivement, j'avais fait une spécialité entrepreneuriat et j'avais quand même bien aimé cet environnement start-up et j'aurais bien aimé faire un stage dans ce contexte. Si tu n'étais pas consultante chez Accuracy, tu ferais quoi? À mon premier entretien chez Accuracy, on m'a demandé ce que je voulais faire dans 10 ans. J'avais pas beaucoup préparé cette question. Je conseille aux candidats de la préparer. Elle est quand même assez commune dans des entretiens, pas que chez Accuracy d'ailleurs. Elle est pas évidente. Et au début, j'ai répondu que je savais pas. J'ai un peu vu la déception dans les yeux de mes interlocuteurs et j'ai dit que je voulais me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Donc, je pense que cette réponse est toujours valable. Le projet entrepreneurial, juste projet entrepreneurial, ne suffit pas, il faut un peu argumenter. Et à l'époque, je faisais beaucoup de dégustations d'œnologie. On m'avait offert une dégustation pour mon anniversaire et donc j'ai dit que je voulais monter un bar à vin. Donc ça fait pas 10 ans, j'ai pas encore monté le bar à vin, mais on organise des dégustations parfois avec des consultants d'Accuracy. Donc on va dire que c'est en chemin. En tout cas, tu nous préviens quand il sera ouvert. On viendra déguster le vin dans ton bar avec grand plaisir. Avec grand plaisir. La dernière question pour toi, Charlotte. Le conseil que tu donnerais aux étudiants qui sont intéressés par une carrière dans le conseil? Alors, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est lancez-vous. Effectivement, il faut se renseigner auprès de consultants pour savoir un peu comment ça se passe au quotidien, quels sont les métiers, quelles sont les spécificités de chaque cabinet. Chaque cabinet a une ADN différente, c'est important de se renseigner avant. De pas forcément s'en tenir aux clichés et voilà, tester l'expérience. Je pense aussi, c'est important de le souligner, les stages sont faits pour tester. Ça permet de savoir si on aime et puis si on n'aime pas, c'est pas grave, on peut faire autre chose après. Donc voilà, ouvrez-vous des portes et renseignez-vous et le conseil, c'est, je dirais, une belle aventure. Merci Charlotte. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Choose Your Career. Pour retrouver les précédents épisodes du Choose Your Career et de notre autre podcast Career Insight, rendez-vous sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité et à vous abonner évidemment à la plateforme TrainingView si vous cherchez un stage ou un CDI pour booster votre préparation.